Septembre 98, la colline de Murambi. 4 ans après la tragédie rwandaise, 2 députés français, Pierre Brana et Bernard Cazeneuve, se rendent sur place. Murambi est un site du génocide des Rwandais Tutsis. Le préfet de la région accueille les 2 parlementaires. Rapporteurs d'une mission d'information, ils enquêtent sur la politique de la France au Rwanda. Votre visite est un signe de réconfort parce que il témoigne de la volonté des autorités françaises de faire la lumière sur ce qui s'est passé ici chez nous et d'établir les responsabilités. Mais je voudrais, peut-être avant qu'on puisse aborder ces choses dans le détail, vous inviter à visiter ce site. Et je sais que vous avez du courage, vous en avez sûrement vu d'autres, mais ici à Murambi, ce que vous allez voir n'est pas du tout facile à supporter. Parce que quand les gens ont été jetés dans des fosses communes, les conditions dans lesquelles ils ont été mis n'ont pas permis une dégradation biologique qu'on pourrait qualifier de normale. Ce qui fait que lorsque nous avons enfin pu déterrer les gens, les corps n'étaient pas décomposés. Durant 3 mois, d'avril à juin 1994, des tueurs organisés exterminent 800 000 Tutsis et déciment de nombreux opposants Hutus. La France est accusée d'avoir de lourdes responsabilités dans les massacres. Pendant 4 ans, elle a soutenu et assisté l'armée et le régime du président Habyarimana dans une guerre qui très vite apparaît comme une guerre civile. Au printemps 94, ce seront des officiers de cette même armée et des cadres politiques de ce même régime qui organiseront le génocide. Très tôt, la France a connaissance du danger. 4 ans auparavant, le 15 octobre 90, un télégramme de l'ambassadeur de France au Rwanda exprime clairement que la population Tutsi risque de subir un génocide. Depuis les tueries de 94, la politique française n'a cessé d'être mise en cause par la société civile, mais sans résultat. Une campagne de presse reprend en janvier 98 à partir d'un rapport du Sénat belge sur les événements du Rwanda. Le 3 mars, un collectif de 14 signataires, rassemblant des ONG et des universitaires, appelle à l'ouverture d'une enquête officielle. Quelques jours plus tard, l'Assemblée nationale annonce la création d'une mission parlementaire d'information. C'est la première fois, depuis les décolonisations, que les députés décident de s'interroger sur la politique africaine de la France. Paul Quilès, président de la Commission de la Défense nationale, ouvre et préside les travaux des parlementaires. Durant plusieurs mois, la mission va examiner des documents officiels, questionner des témoins, auditionner des responsables politiques et militaires. Jean-Pierre Chevènement raconte comment, le 3 octobre 90, la première opération militaire française est décidée par François Mitterrand. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, je crains de vous décevoir quelque peu, car j'ai en fait peu de choses à vous dire. Le seul souvenir que je garde est celui
d'une matinée dans le Golfe, à bord d'une frégate, avec le président de la République, l'amiral Langsade. À ce moment-là, on apporte un message où il apparaît que le président Habyarimana demande l'intervention militaire de la France. La scène est très brève. Le président de la République, ayant pris connaissance du message, se tourne vers l'amiral Langsade et lui demande de répondre favorablement. En quelques minutes, le président de la République décide de la première opération militaire française, l'opération Norrois. 2 compagnies sont envoyées à Kigali, la capitale. Officiellement pour protéger nos ressortissants au Rwanda. En réalité, elles ont contenu l'avancée du FPR, le Front patriotique rwandais, des rebelles d'origine rwandaise qui ont franchi depuis le 1er octobre 90 les frontières du pays. Pour les Rwandais, pendant plus de 3 ans, les soldats français de l'opération Norrois vont faire partie du paysage quotidien. Répondant à l'invitation du Parlement rwandais, les rapporteurs de la mission rencontrent le président de Ibuka, l'association des rescapés du génocide. Moi, je pense que pour la mission Norrois, la grande question c'était de savoir si réellement l'armée française avait été impliquée dans, disons, dans des opérations qui étaient autres que ce qui était prévu. Mais ce qu'on a constaté au-delà de tout ça, c'est que l'armée française, là, moi je le dis en connaissance de cause parce que c'est quelque chose à laquelle moi j'ai assisté personnellement. Les soldats qui étaient ici, ils sont descendus sur le terrain. Ce qui mesurera notre niveau d'implication, c'est ce que nous avons concrètement fait en termes de coopération militaire dans un pays qui était en guerre. Maintenant, sur les faits précis que vous avez évoqués concernant la participation au combat, tout élément matériel de preuve, photographique, documentaire, audiovisuel, que vous pourriez nous transmettre et qui permettrait d'identifier très clairement des militaires français, des bataillons français participant à des combats, nous en tiendrons compte bien entendu dans notre rapport. Le ministre de la Justice, Monsieur les députés, je vous présente Monsieur le ministre à la présidente, les collaborateurs. Au ministère de la Défense, la délégation française est mise en contact avec différents ministres, dont le ministre à la présidence, Patrick Mazimhaka. Il était alors dans les rangs des rebelles du FPR. L'opération Norrois a impliqué les Français dans la guerre rwandaise. Nous avons vécu cette information. Cette opération militaire en question se déroulait depuis 1990 jusqu'à 1994. Les militaires sont partis, les blindés sont partis, les pièces d'artillerie sont déjà parties. Donc, on n'a pas de preuve que l'armée française était ici. Ça, c'est déjà c'était terminé. Un peu plus tard dans la soirée, les 2 rapporteurs rencontrent à huis clos d'anciens officiers des FAR, les forces armées rwandaises du gouvernement Habyarimana. Ils étaient à cette époque les compagnons d'armes du major Kiza. Les militaires français ont intervenu par un appui feu. Donc appui de l'artillerie, par l'artillerie, pour stopper l'avancée du FPR en vue de l'empêcher de prendre la ville de Juba. Après les auditions des officiers français, le rapport a permis d'établir que les soldats avaient été à la limite de l'engagement direct. Il conclut: si la France n'est pas allée au combat, elle est toutefois intervenue sur le terrain de façon extrêmement proche des forces armées rwandaises. En face des phares se battent les rebelles du FPR. Les attaquants sont recrutés parmi les enfants des Rwandais Tutsis, réfugiés en Ouganda depuis 30 ans. Ils revendiquent le droit de retour au pays. Les Tutsis sont minoritaires au Rwanda.
La propagande du régime Habyarimana accuse le FPR de vouloir rentrer au Rwanda pour dominer et asservir les Hutus, l'ethnie majoritaire. En 90, c'est donc une guerre civile qui commence. Néanmoins, l'ambassadeur de France recommande de mettre en avant sur le plan médiatique l'origine ougandaise de la rébellion. L'attaque du FPR est qualifiée d'agression extérieure. En 90, comme aujourd'hui, l'opinion française est indifférente aux affaires africaines. François Lamy, jeune député de la banlieue parisienne et membre de la mission parlementaire, sait bien que ses électeurs ont d'autres préoccupations. La politique africaine de la France n'a jamais été un enjeu électoral. Il n'y a pas que le Parlement qui ne se préoccupait pas des affaires africaines. Le gouvernement, à certaines périodes, les gouvernements ont été complètement écartés par rapport à cette politique. Il y avait une cellule élyséenne chargée des problèmes africains. Donc petit à petit, l'habitude s'est prise. Et donc, quand la Constitution ne vous en donne pas les moyens ni les pouvoirs, petit à petit, vous désertez ce champ-là pour essayer d'aller voir les champs sur lesquels vous avez du pouvoir. Bon, et c'est clair que en France, pendant plusieurs dizaines d'années, la politique africaine ne faisait pas partie des domaines qu'on examinait au Parlement. Depuis le général de Gaulle, la politique africaine de la France fait partie du domaine réservé du président de la République. Bien, nous allons redémarrer. Avec un peu de retard, vous pouvez nous excuser. La précédente audition a été plus longue que prévu. L'Élysée est conseillé par une cellule africaine dont François Mitterrand, pendant 6 ans, confie la direction à son propre fils Jean-Christophe. Beaucoup de choses ont été dites sur le rôle occulte de cette cellule africaine. Mes chers collègues, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Christophe Mitterrand, qui a été conseiller de la présidence à la présidence de la République sur les questions africaines de 1986 à 1992. Vous me permettrez, et je vous en remercie, de saisir l'occasion qui m'est offerte pour démentir des allégations mensongères. Non, et je répète non, les conseillers successifs chargés des affaires africaines du temps du président François Mitterrand, je ne peux parler que de ça, n'avaient que pour rôle, et seul rôle, d'informer le président, de répondre à ses questions, de nourrir sa réflexion et d'effectuer les missions qu'il jugeait utiles. L'Élysée est le pivot des relations avec les pays africains et Habyarimana y sera reçu jusqu'en 1993. Le président du Rwanda a imposé un régime despotique à la suite d'un coup d'État en 1973. Mais il se présente aux yeux du monde comme le père de tous les Rwandais. Je voudrais commencer en me référant à l'ouvrage que vous avez publié. Vous y indiquez que le président de la République pensait qu'il fallait, je cite votre expression, faire fond sur le président Habyarimana pour conduire le Rwanda à évoluer. Quand je dis qu'il estime qu'il faut faire fond sur Habyarimana, c'est parce que, comme je le rappelais tout à l'heure, sa réputation est bonne à l'époque. Je rappelais l'expression de Suisse de l'Afrique appliquée au Rwanda. Donc c'est un président qui est Hutu, ce qui ne choque personne puisqu'il représente au moins 80% de la population. Et d'autre part, il a plutôt bien géré son affaire et sur le plan politique, les tensions, comme j'ai dit, les problèmes de fond ne sont pas réglés, mais les tensions sont plutôt apaisées. Pourquoi la France, comme d'ailleurs n'importe quel autre pays, se lancerait dans une aventure consistant à aller faire des manipulations à l'ancienne pour remplacer celui-là par un autre? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel motif? Quel autre? Enfin, tout ça n'aurait pas de sens. Donc, comme très souvent en politique étrangère, on a moins le choix que ce que les gens croient, en fait. Donc, on fait avec ce qu'il y a et on essaie de faire le mieux possible, le moins mal possible. 80% de la population rwandaise est bien d'origine Hutu, mais il existe une forte opposition Hutu au président Habyarimana. Les événements imposent l'instauration du multipartisme.
Les opposants Hutus obligent alors le régime Habyarimana à former un gouvernement où le parti présidentiel devient minoritaire. Mais l'administration et l'armée restent sous le contrôle du président et de son clan. Pour l'opposition, dans le combat qu'elle mène contre Habyarimana, la France n'est pas neutre. Vous habitez juste à côté de l'ambassade de France. Est-ce que vous aviez des relations avec les Français entre 90 et 94 ? Non. Mais nous savions que nous autres, je suis du parti MDR. Nous étions convaincus que l'ambassade de France était du côté du Mérénidé, le parti de Habyarimana. Alors nos relations se limitaient à cela. Comme nous combattions le parti de Habyarimana, nous n'avions pas besoin d'approcher les amis de Habyarimana. Alors, quelle opinion avions-nous au Quai d'Orsay du régime d'Habyarimana ? Ce n'était pas un modèle de vertu et de démocratie. Ce n'était pas un modèle de vertu. Il avait cependant, aux yeux de certains, notamment de la direction des affaires africaines, un avantage, il maintenait dans le pays une certaine stabilité. À quel prix ? C'était pas toujours très évident, mais à partir du moment où on s'est préoccupé de savoir comment l'évolution pourrait avoir lieu, des pressions constantes, je dis bien constantes, ont été faites sur lui, et sa réponse à chaque fois était « je ne peux pas aller plus vite et je ne peux pas aller plus loin dans l'immédiat, mais comptez sur moi ». La stabilité du régime Habyarimana n'est qu'apparente, mais les responsables français s'en contentent. En fait, dès octobre 90 commencent les incendies criminels, les premiers massacres organisés. 90, 91, 92, 93, Paris est informé de ces violences. Les rapports des associations de défense des droits de l'homme rendent compte des dérives meurtrières du régime, dénoncent les escadrons de la mort. Éric Gillet est l'auteur de l'un de ces rapports. Maître Éric Gillet. Ce qui est intéressant dans le rapport que nous avons publié en janvier 1993, et qui ne cessera d'ailleurs d'être confirmé par la suite, et le génocide lui-même en sera la confirmation ultime, c'est que l'on constate que ces massacres sont en réalité le produit d'une organisation et qui implique de plus en plus l'État rwandais. Les organisations de défense des droits de l'homme étaient conscientes qu'un drame se préparait. Les Rwandais avec lesquels ils étaient en contact les harcelaient littéralement de leurs craintes, de leurs alarmes. Depuis 93 disent on va se faire exterminer, c'est une certitude. Et ce que l'on ne comprend pas, c'est que rien n'était fait pour, absolument rien, n'était fait pour prévenir le génocide au moment où il était encore possible de le prévenir. Et je crois que c'est là qu'il y a lieu, évidemment, à une évaluation très lucide de la responsabilité de nous tous, je dirais, mais principalement, évidemment, des autorités publiques, puisque c'était elles qui étaient spécialement en charge de la coopération avec le Rwanda. La France a sous-estimé le caractère autoritaire, ethnique et raciste du régime rwandais. La France s'est laissée piéger. En France, le mouvement associatif a mené des campagnes pendant le génocide pour l'arrêt des massacres et pour l'envoi de forces capables de s'opposer aux tueurs. Il poursuit son action afin que commence un travail de vérité sur le rôle de la France. Le collectif, qui a demandé la création d'une commission d'enquête, décide de donner une plus grande audience aux auditions publiques. Il en fait des comptes rendus et les diffuse sur un site internet. Il organise des conférences de presse. Des membres de ce collectif sont auditionnés par la mission, comme Claudine Vidal, historienne et sociologue du Rwanda, comme Jean-Hervé Bradol, responsable du programme de Médecins sans frontières à Kigali en 93 et 94. Il pose des questions capitales sur le degré d'implication militaire de la France au Rwanda. Durant son audition, Jean-Hervé Bradol dénonce la participation des soldats français à des opérations de police et des contrôles d'identité.
Monsieur Brana. Oui, très rapidement. Vous avez dit tout à l'heure que les militaires français procédaient à des contrôles. Vous avez pu le voir de visu. Est-ce que ces contrôles, c'était une vérification des papiers? Est-ce qu'ils demandaient des papiers aux personnes qui passaient? Écoutez, je suis passé au moins une dizaine de fois à ce fameux checkpoint, comme on dit dans notre jargon. Eh bien, j'ai vu les deux. J'ai vu les militaires français ne pas sortir de leur guérite et simplement observer leurs collègues rwandais. Et j'ai vu aussi les militaires français. Ça, c'était en juin-juillet 93. J'ai vu les militaires français examiner les papiers eux-mêmes. Étant donné l'exiguïté du territoire, pour ne pas être surpris, il avait des postes avancés autour de Kigali pour s'assurer que, il n'y avait pas d'arrivée de forces, d'unités du FPR et ne pas être pris par surprise. Mais ça ne va pas au-delà de cela. Il n'y avait pas de contrôle d'identité proprement dit. Ce n'était pas le rôle des forces françaises. Il n'y a pas eu de contrôle d'identité proprement dit, ont répété les responsables français pendant 4 ans. En 93, les soldats français ont bien procédé eux-mêmes à des contrôles d'identité. Une ingérence policière d'autant plus grave que les mentions Hutu et Tutsi sont indiquées sur les papiers d'identité rwandais. Pour les Tutsis, cette mention les désignera aux tueurs quand viendra l'heure du génocide. Lorsqu'ils te demandaient tes papiers et qu'ils se rendaient compte que tu étais Tutsi, il y avait qui commentaient en disant c'est l'ennemi. Alors on s'est demandé en quoi un Tutsi pouvait être un ennemi d'un Français. Ça nous faisait rigoler, mais ça signifiait ce que ça signifiait. Ça signifiait ce que ça signifiait. Et ça ne m'est pas arrivé tout seul. Ça s'est arrivé à beaucoup de gens. Monsieur le Président, nous avons une confirmation de la participation des militaires français à des contrôles d'identité. Et ce qui compte pour nous maintenant, c'est de savoir les circonstances dans lesquelles ces contrôles ont eu lieu. Et ce qui importe pour nous, c'est de savoir si ce qui nous a été décrit par les militaires français comme ayant présidé à ces contrôles est juste ou pas. Le rapport reconnaît, sur la réalité du contrôle des cartes d'identité, les dires de M. Jean-Hervé Bradol sont bien confirmés. Début 93, le FPR lance une nouvelle offensive contre les phares. La France renforce momentanément son contingent armé, mais recherche surtout une issue rapide au conflit. Après de longues négociations, les médiateurs étrangers réussissent à faire signer l'accord de paix d'Arusha en août 93. Habyarimana reste président de la République, mais perd le monopole du pouvoir. Il est désormais contraint de le partager avec les partis d'opposition dont le FPR. Enfin, l'accord impose une réorganisation de l'armée nationale. Depuis avril 93, Édouard Balladur conduit un gouvernement de cohabitation sous la présidence de François Mitterrand. La nouvelle équipe gouvernementale voit dans les accords d'Arusha l'opportunité de se retirer du guêpier rwandais. Merci de nous laisser travailler. Veuillez respecter les travaux. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Juste un peu la... Non, c'est fini. Non, mais vous me permettez. Voilà. Monsieur le Président. Au fond, une des questions implicites qui est contenue dans nombre de celles qui nous sont posées, c'est la suivante. Je crois y avoir répondu, mais je veux y revenir tout de même. Y a-t-il ou pas eu une inflexion de la politique française au Rwanda depuis le mois d'avril 1993 ? Nous avons pris conscience assez rapidement, je crois, au gouvernement, du fait qu'il fallait normaliser le plus qu'il était possible la situation au Rwanda, donc favoriser la conclusion d'un accord permettant l'association de tous au gouvernement, et nous avons cru atteindre le bon port avec les accords d'Arusha 4, nous l'avons atteint d'ailleurs, et à partir de là, d'alléger considérablement la présence de la France, militaire de la France au Rwanda. Voilà la réponse. Pour les accords militaires entre d'Arusha et
Enfin, je vais vous donner mon sentiment personnel. Moi, j'estimais que ces accords faisaient une part assez exorbitante au FPR. 50% des postes d'officiers et 40% de la troupe. Ce point m'a fait penser que ça serait extrêmement difficile à mettre en œuvre, sinon impossible. L'importance accordée à la signature des accords semble l'avoir emporté sur le contenu même de l'accord et sur les réticences du président Habyarimana à les mettre en pratique. Après les accords d'Arusha, une foule joyeuse salue à Kigali l'entrée du FPR qui s'apprête à participer au gouvernement. En décembre 1993, il n'y a plus qu'une vingtaine de militaires français lorsque les 2500 casques bleus de l'ONU arrivent au Rwanda sous les ordres du général canadien Dallaire. Malheureusement, le soulagement populaire est de courte durée. Les extrémistes renforcent leur action. L'année 1994 s'ouvre au Rwanda par une succession d'attentats et d'assassinats. Parmi les Rwandais travaillant pour la France au Rwanda, Vénuste Kaimae est l'un des rares rescapés du génocide. Grâce à RFI, il suit régulièrement les auditions de la mission d'information. Ce qui m'a intéressé, c'était le point de vue d'un certain M. Coignet qui avait été chef de mission pendant le génocide, qu'il était avant, qui est parti pendant le génocide. Ça m'a intéressé particulièrement parce que c'est un personnage que je peux dire que je connais particulièrement parce qu'on s'est parlé. Il était chef de mission à Kigali, on s'est parlé pendant que le génocide démarrait, et donc son témoignage m'intéressait beaucoup. Je crois que nous avons péché par manque de clairvoyance. C'est difficile de suivre la politique africaine, mais cela demande écoute et modestie. Au Rwanda, nous avons agi par ignorance et suffisance. Nous savions qu'Habyarimana était un dictateur faible et criminel. Nous avons confié aux militaires un rôle qui n'aurait dû appartenir qu'aux politiques et aux parlementaires. Je vous remercie. Début 1994, le gouvernement prévu par les accords d'Arusha n'est toujours pas en place. Habyarimana et son parti refusent le partage du pouvoir. Les violences gagnent tout le pays. Comme des centaines d'autres, la maison de Vénuste est détruite par les extrémistes Hutus. Habyarimana se rend en Tanzanie pour une ultime réunion d'ajustement des accords d'Arusha. À son retour, le 6 avril 1994, l'avion du président Habyarimana est abattu à Kigali vers 20h30. La nouvelle de l'attentat surprend tout le monde. La guerre reprend entre le FPR et les phares. Pour les extrémistes Hutus, c'est l'occasion de déclencher le génocide qu'ils préparent depuis des mois. La France prend la décision d'évacuer ses ressortissants. C'est la deuxième opération militaire française au Rwanda, l'opération Amaryllis. Ces décisions d'évacuation ont été prises sur place entre l'ambassade de France et notre ambassadeur qui était sur place, M. Marleau, et les responsables d'Amaryllis, en fonction de ce qui était faisable dans une ville qui était en proie, je le rappelle, au massacre, et où de nombreux sites étaient totalement inaccessibles. Détail pour paraître mineur, mais le téléphone a été coupé. Ont pu être évacuées les personnes qui étaient à l'ambassade et sur les lieux de regroupement, et je le dis ici jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve du contraire, qu'il s'agisse de Français, d'étrangers de toute nationalité, de Rwandais, Hutus ou Tutsis. Des personnels de l'ambassade ont été sauvés, quelle que soit leur origine. Et je trouve qu'il est gravissime d'affirmer sans preuve concrète qu'un tri aurait été fait à l'ambassade de France entre les Hutus et les Tutsis au moment de l'évacuation. J'affirme le contraire, sur la base des informations dont je dispose, à charge pour ceux qui soutiennent cette thèse de l'étayer par des preuves. Je voudrais dire que ceci est vraiment d'une extrême gravité lorsqu'on affirme des choses de ce type.
Pour Alain Juppé, l'opération Amaryllis s'est très bien déroulée. Les ressortissants étrangers ont été évacués. Il n'y a aucune perte française. Messieurs, dames, au fond, s'il vous plaît. Madame, mon travail, c'est d'évacuer 70 personnes. Vous ne pouvez pas discuter dans notre coin, vous ne montrez pas dans l'avion. Roi aimé. Mais contrairement à ce qu'affirme Alain Juppé, les Tutsis recrutés localement par l'ambassade ont été abandonnés à leur sort. Quant à M. Cuinier, pourtant responsable sur place des évacuations, il n'a pas cherché à savoir ce qui arrivait au personnel dont il avait la charge. Les personnels de l'ambassade, moi je peux vous dire malheureusement que les personnels de la mission de coopération ont pratiquement tous été tués, dont certains devant moi, et les personnels de chez moi ont tous été tués. Les personnels du centre culturel, le centre culturel est une autonomie financière, administrative particulière, et je n'avais pas autorité sur le centre culturel, et le centre était assez éloigné de la chancellerie. Je sais que des gens s'y sont réfugiés, mais je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il en était de l'ensemble de ces personnels. Quant au personnel de la chancellerie diplomatique, j'ignore si certains ont pu prendre un avion et sont rentrés avec l'aide des départs de l'opération Amaryllis. Le téléphone n'était pas coupé. Monsieur Cuinier était en contact permanent avec le centre culturel français où Vénuste s'est réfugié avec une partie de sa famille. Monsieur Cuinier, le chef de mission, il m'a téléphoné le 9 avril. C'était, je ne me rappelle pas, mais c'était peut-être vers midi ou dans l'après-midi. Et il m'a téléphoné, j'ai décroché le téléphone, je ne savais pas qui c'était parce que je recevais beaucoup d'appels. Et j'ai entendu « Allô Vénuste, c'est monsieur Cuinier, chef de mission. Alors, je t'envoie 57 solides gaillards, bien armés, qui viennent là et tu demandes aux gardiens d'aller ouvrir vite les grilles, il ne faut pas qu'ils restent très longtemps au portail. » Bon, j'ai dit oui, mais alors c'est à ce moment-là que je me suis dit, ils viennent m'évacuer. Et j'ai dit, monsieur le chef de mission, est-ce que je peux vous demander notre service? Il m'a dit oui, dites. Alors, j'ai dit, j'ai 5 enfants qui sont à l'extérieur et qui sont menacés, je ne sais pas ce qui peut leur arriver. Est-ce que vous pouvez leur demander à ces militaires de m'aider à aller les chercher? Il dit oui, dites-leur. Bon, alors, les militaires, ils arrivent, on était même en train de se préparer pour partir, on croyait qu'ils étaient venus pour nous évacuer. Ils arrivent, je leur dis, j'ai 5 enfants qui sont à l'extérieur, il faut m'aider à aller les chercher. Ils m'ont dit, mais on ne peut pas, c'est pas notre mission, on ne vient pas pour ça. Et j'ai dit, mais le chef de mission m'a dit de vous le demander. Il m'a dit, mais ils m'ont répondu, alors mon pauvre vieux, il s'est moqué de vous. Et là, j'ai compris que j'étais évidemment que tout était perdu. Et je les ai vus, ils ont commencé à s'installer, ils m'ont demandé de leur montrer la salle, la bibliothèque, d'ouvrir partout. Ils ont commencé à s'installer, à bivouaquer, et c'était tout. 57 soldats de l'opération Amaryllis s'installent pendant 3 jours au centre culturel. En partant, ils abandonnent à leur sort Vénuste et les siens. Quelques heures plus tard, des soldats belges évacueront la famille de Vénuste. Même situation pour François, employé de l'ambassade. Il a trouvé refuge chez un ami français, Patrick. Mais au moment de l'évacuation... Il y a un métier qui est venu demander à Patrick, il demande, lui aussi il est français? Mais Patrick a dit non, il n'est pas français, mais il travaille avec nous à la coopération. Après le métier dit non, on est là pour les Français, on n'est pas pour les Rwandais. C'est Rwandais, il faut qu'il reste. Ils m'ont sauté dans la voiture, ils m'ont jeté dans le jardin. Après, je reste là-bas. Pourtant, le 11 avril, un télégramme spécifie « Il convient d'offrir aux ressortissants rwandais faisant partie du personnel de l'ambassade la possibilité de quitter Kigali avec les forces françaises. » Madame et Monsieur Abameshi sont aussi menacés par les tueurs. Les portes de l'ambassade de France sont fermées, mais ils ont la chance de franchir la barrière qui les sépare de la chancellerie et de s'y réfugier. Vous voyez la porte là, qui entre là. C'est par ici qu'on est monté. Les militaires français étaient ici. Les réfugiés étaient dans la maison en bas. Ils trouveront l'ambassade occupée par les anciens ministres d'Abiyarimana et leurs familles. Car parmi les Rwandais, la France a fait le choix d'évacuer les dignitaires du régime Abiyarimana.
Le 15 avril, tous les ressortissants étrangers et quelques centaines de Rwandais ont été évacués par les Français ou par les Belges. Seuls les soldats de l'ONU restent sur place. Pendant ce temps, le génocide continue. Les massacres gagnent tout le pays. Le génocide, ce n'était pas inévitable. Ça aurait pu être évité et ça aurait pu été arrêté une fois commencé. Ce n'était pas un orage, ni une tempête, ni le résultat des forces impersonnelles de l'histoire qui était incontournable. C'était le résultat d'une décision politique faite par des hommes politiques qui ont voulu retenir le pouvoir. Il y avait sur place la minuar de M. Dallaire, qui avait 2500 hommes de valeur inégale, c'est vrai, mais bon, il n'avait pas forcément le mandat, mais je pense que ça va peut-être vous choquer. Mais l'honneur d'un militaire, c'est de savoir désobéir. Dans ce cas particulier. Et il aurait désobéi, il aurait peut-être réussi, donc il serait fait virer après, mais enfin, bon. Et donc, mon sentiment qu'avec, de grandeur est variable, hein, entre, disons, 2000 et 2500 hommes décidés, on pouvait arrêter les massacres. Au lieu d'intervenir, le Conseil de sécurité de l'ONU prend la décision, fin avril, de réduire le contingent armé à 500 hommes. Empêchée de travailler par les extrémistes Hutus qui ont proclamé un gouvernement intérimaire, l'équipe médicale de MSF rentre à Paris. Début mai, l'ONG alerte l'opinion. On n'arrête pas un génocide avec des médecins. Qu'est-ce que je fais quand je rentre à Paris? J'essaye de parler à la presse de ce que j'ai vu au Rwanda. À la suite d'une de mes interventions à la télévision, je suis convoqué à la cellule élyséenne par messieurs Delay et Pain, qui sont très énervés des déclarations que Médecins sans frontières fait, soulignant un peu l'implication de la France dans cette affaire et la passivité des responsables français, ne serait-ce qu'en termes de condamnation publique de l'extermination en cours à Kigali. Et là, nous sommes quand même surpris de la légèreté avec laquelle on nous répond, puisque je me souviens que M. Delay nous répond à l'époque qu'il a du mal à joindre au téléphone les responsables rwandais, et que lui-même a peu de moyens de pression, voire peu de moyens de contact vis-à-vis d'eux. Dès le mois de mai, la presse s'interroge sur le rôle de la France au Rwanda. Quels sont ses liens avec les hommes du gouvernement intérimaire, organisateurs du génocide? Pourquoi ne fait-elle rien pour arrêter les massacres? Le 14 juin, nous voyons le président Mitterrand. Là, le discours a totalement changé. À la question que pose Philippe Biberstein au président Mitterrand, comment caractérisez-vous le gouvernement intérimaire? Le président Mitterrand répond comme une bande d'assassins. Il nous précise également que il a reçu Madame Habyarimana à la suite de son évacuation en France. Pour reprendre ces termes, il nous dit qu'elle a le diable au corps, que si elle le pouvait, elle continuerait à lancer des appels au massacre à partir des radios françaises, et qu'elle est très difficile à contrôler, et que la France a décidé de faire une opération, donc l'opération turquoise, pour essayer de porter secours aux victimes.
L'opération turquoise commence le 20 juin, sous mandat de l'ONU. C'est la 3e opération militaire française, 3000 soldats sont sur le terrain. La France cherche à fixer une ligne de front partageant le Rwanda en 2 parties. Le sud-ouest, où l'opération turquoise se déploie et qui est sous l'autorité du gouvernement intérimaire, et le reste du territoire, occupé par le FPR. Cette stratégie vise à stabiliser le gouvernement intérimaire, à lui donner la possibilité de négocier avec le FPR. C'est pourquoi la France se déclare neutre. Neutre alors qu'une des parties, le gouvernement intérimaire, est responsable du génocide. La France aurait pourtant le devoir de l'empêcher de nuire. Je voudrais redire que l'opération turquoise était une opération extraordinairement courageuse et risquée. Je me suis résolument opposé à tout ce qui pourrait apparaître comme étant une intervention militaire de la France, prenant parti pour les uns ou pour les autres. Je conçois un sentiment de légitime fierté pour la manière dont la France a montré l'exemple. Oui, nos soldats ont bien appliqué les instructions qu'ils ont reçues de leur gouvernement et ils l'ont fait comme toujours, avec efficacité et humanité. Oui, notre diplomatie a fini par donner mauvaise conscience à une communauté internationale tout juste capable d'exprimer de bons sentiments, mais décidée à ne rien faire. Comme Alain Juppé, comme Édouard Balladur, certains hommes politiques tels Jacques Millard, également membre de la mission parlementaire, rejettent toute critique de l'opération turquoise. La France, qui a eu des responsabilités directes à travers la colonisation en Afrique, ne peut pas se désintéresser de ce continent qui est à sa porte. Nous sommes sur le même palier, nous habitons un appartement et ils sont sur le palier d'en face. Donc ces liens-là, eh bien, ça crée effectivement, je dirais, un certain nombre d'obligations naturelles. Et l'intérêt pour l'Afrique venant de la France n'a pas à être suscité, il existe. Le principe de neutralité implique de coopérer avec les autorités territoriales rwandaises en place dans le sud-ouest du pays. Or, à cette date, la majorité de ces autorités sont compromises dans le génocide. La création de la ZHS, zone humanitaire sûre par turquoise, a permis de sauver des milliers de Tutsis. Mais la ZHS a également servi de refuge aux politiciens, aux militaires et aux miliciens rwandais qui avaient participé au massacre. L'opération turquoise n'a pas réussi à remplir l'un de ses objectifs. Elle n'a pas neutralisé les assassins. Les Français, en accord avec ces mêmes autorités, se sont installés à Murambi. Ils ignoraient que sur cette colline avaient été entassés dans un charnier les corps de 45 000 personnes massacrées quelques semaines auparavant. Qu'on pourrait signaler, c'est que tout autour, l'opération turquoise est accompagnée aussi d'une volonté d'organisation administrative, ce qui fait qu'il y a des bourgmestres qui ont été ici dans notre administration. Les communes sont gérées par des bourgmestres, équivalent des maires, je crois, chez vous, des bourgmestres qui ont été nommés à l'époque. Et lorsqu'on voit la liste de tous ces gens-là, c'était des génocidaires. Ils sont en prison parce que c'était des responsables à différents niveaux qui avaient eu une part active dans le génocide. L'activité des milices et des phares n'a pas été totalement maîtrisée en ZHS. Aujourd'hui, la France est accusée par les autorités rwandaises d'être la principale responsable du génocide et de ne pas vouloir l'admettre. C'est pourquoi, dès sa création, la mission d'information est dénoncée par Kigali comme une tentative de camouflage des responsabilités françaises. Cependant, pour le ministre Massimaka, la visite des deux parlementaires est une démarche positive. La visite pour moi était opportune parce que le Rwanda
a voulu collaborer avec le Parlement français. Je pense que notre Parlement a organisé toute la visite. Pour nous, c'est une bonne chose pour une collaboration saine entre nos institutions législatives. Nous souhaiterions avoir les mêmes relations avec l'exécutif entre nos deux pays, parce que les relations entre le Rwanda et la France vont continuer, ils seront toujours là. Donc nous avons besoin de faire quelque chose comme confidence building. Au cours de la conférence de presse qui clôture leur mission, les parlementaires refusent de révéler aux journalistes les résultats de leur enquête au Rwanda. Le silence des rapporteurs est interprété comme un refus de dialogue et confirme les préjugés défavorables de la presse rwandaise. Cette visite s'inscrit dans la ligne droite de laver l'honneur de la France, réagir chaque fois qu'on essaie d'évoquer la responsabilité malheureuse de la France dans ce génocide. Il y a comme une volonté farouche une agressive autodéfense, quoi. Et ça, je crois que ça ne rassure pas de tous les Rwandais, quoi. Ça démontre plutôt que c'est une mission qui a comme vocation et comme mission première de laver l'honneur de la France. Pour la première fois, des parlementaires ont mené une enquête sur le domaine réservé du président de la République, celui des interventions militaires extérieures. Après 9 mois de travail, la mission rend son rapport en décembre 1998. Leur enquête a mis en lumière les erreurs politiques de la France au Rwanda. La France, indiscutablement, n'a pas porté un regard suffisamment critique sur la dérive raciste du régime. La France s'est trouvée piégée par sa propre stratégie et surtout elle a été manipulée par un pouvoir qui a utilisé le soutien militaire de la France pour en quelque sorte donner l'impression que cela légitimait son régime. Si nous avons un peu de responsabilité, c'est une responsabilité politique et lorsque l'on analyse le rapport, cette responsabilité s'établit au plus haut niveau. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais, au nom de mon groupe, préciser. Merci. Je tiens à dire ici, en tant que citoyen français, que je sens mon pays ni responsable, ni coupable des événements survenus au Rwanda, et je crois que nous pouvons le dire haut et fort. En fait, le rapport examine sans complaisance les engagements de la France au Rwanda et leurs conséquences dans la tragédie rwandaise. Cependant, il ne met pas en lumière les responsabilités individuelles françaises. Au Rwanda, une alliance constante a été maintenue avec un régime et ses hommes, d'abord indéfendables, puis ouvertement coupables. La mission d'information préconise un contrôle rigoureux du Parlement sur l'exécutif, pour éviter que des politiques néfastes soient poursuivies, sans que personne ne parvienne à les arrêter. Nous avons eu affaire à des hommes politiques, non pas de l'ancienne génération, mais qui ont tous vécu le pouvoir. Et on sent bien qu'actuellement, on passe à une nouvelle étape. Bon, et qui dit nouvelle étape, dit peut-être nouvelle génération de politique, et donc une nouvelle politique aussi. Bon, c'est peut-être ça qui faisait qu'effectivement ce consensus, on avait un petit peu l'impression lorsqu'on écoutait M. Védrine, M. Lima, M. Balladur ou M. Roussin, d'avoir affaire à la même politique. Entre nous, c'est vrai que de toute façon, ça a toujours été le cas. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu des variations de politique dans les années 70, 80 ou 90 de la part de la France, quels que étaient les régimes politiques. Il est vrai, oui, qu'il y a une continuité de la politique africaine, et je m'en félicite. Il est vrai, oui, que François Mitterrand a continué la politique africaine mise en place par De Gaulle, et qui elle-même était le résultat, je dirais, de la politique K1K de la 4e République, les lois cadres, souvenez-vous, votées sous la 4e République pour essayer de faire évoluer ce continent. Eh bien, je crois que c'est un atout, c'est un plus. Nous sommes jalousés pour ça. Eh bien, ça me réconforte le cœur quelque part. Peut-être que la mission, justement, permettra, au travers du débat,
qui va se dérouler après, parce que moi je souhaite qu'il y ait vraiment un débat autour du rapport, peut-être qu'on arrivera du coup à retrouver des lignes de clivage qui, je pense de toute façon à l'arrivée seront toujours des clivages droite-gauche. Oui. Les clivages droite-gauche se sont immédiatement manifestés. Au rendu du rapport, les représentants de l'opposition refusent de l'approuver. Ils n'acceptent pas que la France soit mise en cause dans les événements qui ont précédé le génocide. Ils refusent également toute révision de la Constitution en faveur d'un contrôle parlementaire plus strict des opérations militaires extérieures. Quant aux Nations Unies, leur incapacité à réagir face au génocide a été totale. Cette impuissance n'a donné lieu à aucune enquête publique. Pourtant, c'est tout le système de l'ONU qui est en cause. Les crises du Burundi, du Rwanda, du Congo contaminent les États voisins. Leurs horreurs ont un retentissement international. Les opinions publiques africaines et mondiales ne doivent pas rester indifférentes à tant d'atrocités et de malheurs.